Hier, lors de notre plaidoirie que nous poursuivons aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avions commencé par remercier d'abord votre tribunal qui a assuré de main de maître l'instruction de la présente cause et jusqu'au point où nous sommes arrivés à la plaidoirie dans des conditions aisées. Et je vais commencer par des observations qui ont consisté dans un premier lieu pour décrire comment notre collectif est organisé. Je dis, moi j'interviens uniquement pour résumer quelques observations sur le fait et je vais aborder la défense spécifiquement sur les causes de non-imputabilité. Mon estimé confrère, membre du collectif, va, n'est-ce pas, avec l'autorisation de votre tribunal, poursuivre la défense. Cette fois-là, ça sera sur une autre ligne juridique. Et enfin, le troisième viendra parachever l'œuvre avec un dernier élément pour le dispositif de notre plaidoirie. Ça sont des rappels. Et Monsieur le Président, en termes d'observation, j'avais commencé par vous décrire la personnalité de notre cliente, Madame Honorine. Et là, c'est le passage que je le dis. Je vous ai démontré, Monsieur le Président, que cette dame, ce n'était pas pour sa première fois de se retrouver en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est sa terre natale. Je crois qu'aujourd'hui, ressortissante de la République d'Allemagne, c'était la 5e fois qu'elle était en séjour à Kinshasa. Pour dire que toutes les 4 autres fois qu'elle a été à Kinshasa, elle n'a pas posé l'acte qui justifie, n'est-ce pas, le présent procès, pour les raisons que nous allons vous démontrer tout à l'heure lors de notre plaidoirie. Je relevais aussi, Monsieur le Président, qu'elle est une mère de 4 enfants. Et les 4 enfants vivent avec elle en Allemagne. Je l'ai dit hier qu'au moment où nous plaidons cette cause, ces enfants, à cause de l'absence de leur mère, sont abandonnés à leur triste sort. Surtout que ce voyage, je l'avais décrit hier, je crois, ce n'était pas effectué dans des conditions que toute personne organise son voyage. Pour des raisons aussi que nous allons, n'est-ce pas, développer dans notre plaidoirie. Parce que même les enfants étaient surpris d'apprendre que leur maman était à Kinshasa. Heureusement, l'Allemagne étant un État organisé, ces enfants aujourd'hui sont quand même sous la protection de l'État allemand. Je crois que sous la cause de cette absence injustifiée de leur maman. Un autre élément, à titre d'observation, Monsieur le Président, je vous ai dit aussi que c'est une femme qui vit en séparation, pour les raisons que nous allons, n'est-ce pas, développer tout à l'heure, parce que la rupture de la relation avec le père de ses enfants était liée au comportement de la dame. Ça a été crié ici et par le ministère public et par le parti civil qu'il y a des choses qui ont été boutiquées et je crois que c'est le moment de redresser les choses et de les dire de manière nette et correcte. Monsieur le Président, je l'ai dit aussi hier que c'est les 11 que la première Honorine avait quitté l'Allemagne, les 12 elle était à Kinshasa, pour un court séjour parce qu'en date du 17, elle devait regarder son pays. Le fait ont été commis le 16, c'est le 17 que son retour dans son pays était prévu. Toutes ces observations, Monsieur le Président, ce n'est pas en vain que nous les formulons et vous allez les découvrir tout à l'heure lorsque nous allons aborder, n'est-ce pas, les aspects juridiques. Nous plaidons dans des conditions où nous avons du mal police d'audience. Si vous pouvez parce qu'on pourra les trouver dans un ouvrage, on pourra les trouver, on est dans des conditions vraiment compliquées. Alors,
Monsieur le Président, ça nous met pas en difficulté de poursuivre. Ces observations faites, Monsieur le Président, en droit, nous l'avons dit, lors même de l'instruction de la présente cause, que nous nous retrouvons en face de ce qu'on appelle en droit les causes de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité. Et Monsieur le Président, nous l'avons dit que c'est des mauvaises foi. Et c'était des mauvaises foi que les partis qui ont plaidé hier se sont mis dans des contradictions. Il y en a qui ont parlé tantôt de dépression. Il y en a tantôt qui sont revenus pour corriger, pour dire effectivement il s'agissait des causes de non-imputabilité. Mais comme c'est un moyen, et nous-mêmes nous vous l'avions présenté, je crois que c'est le moment d'en développer de manière correcte. Nous l'avons élevé hier, Monsieur le Président, que les causes de non-imputabilité, en réalité, Monsieur le Président, aujourd'hui, dans notre pays, en droit positif congolais, les causes de non-imputabilité qui hier étaient considérées, où le juge faisait recours à ces causes en se basant ou en les considérant comme des principes généraux du droit, aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, coulés. Ces causes sont coulées dans la loi. Et le statutaire a légiféré et nous l'avons dit hier. Et c'était quand même important, Monsieur le Président, de paraphraser ou de résumer pour dire, pour mieux, je n'apprends pas une leçon au tribunal, Monsieur le Président, pour juste les rappeler que ces causes, Monsieur le Président, au fait, font allusion dans le sens que si jamais le tribunal arrive à le retenir, la conséquence de droit, c'est l'irresponsabilité de l'agent à qui le fait infractionnel sont reprochés. Pour quelle raison? Pour la simple raison que le législateur a estimé qu'il est inadmissible que cette personne qui doit diriger la peine, cette personne qui doit être considérée comme coupable, cette personne à qui on doit imputer le fait infractionnel, soit reconnue comme telle alors que ces facultés mentales ne sont pas en place. Et c'est en fait un petit résumé ou un petit rappel que je voudrais ici faire. Vous savez, en d'autres termes, Monsieur le Président, lorsque ces causes sont prises en considération par le juge que vous êtes, la conséquence c'est l'acquittement pur et simple de l'auteur ou de l'agent. Et nous l'avions élevé hier, Monsieur le Président, et en droit congolais, il y a 4 causes de non-imputabilité. Et la loi est claire là-dessus, nous allons y revenir pour des raisons de rappel. Nous avons parlé en premier lieu de la démence, et c'est là où nous allons articuler notre argumentaire, Monsieur le Président. En second lieu, il y a la contrainte irrésistible, il y a les règles invincibles et il y a la minorité. Est-ce que nous avons intérêt à développer les 3 autres? Je ne pense pas, parce que nous n'allons pas naviguer sur ces terrains. Nous restons ici, n'est-ce pas, dans le terrain de la demande. Et Monsieur le Président, nous l'avons relevé hier, nous avons passé en revue quelques doctrinaires qui, nous n'avons plus intérêt à répéter cela aujourd'hui, certainement que ça a été acté, qui ont à tour de rôle défini ce qu'on peut attendre par demande. Et plusieurs, nous les avons cités hier, nous avons défini, nous n'avons même pas voulu vider tous les auteurs écrits sur notre note. Et dans notre doctrine interne, nous avons fait allusion à l'éminent professeur Nabirungu, Monsieur le Président, et tant d'autres, qui résume en fait la demande sur l'altération, n'est-ce pas, de la faculté mentale d'un individu. S'il faut le résumer, tout ce que ces auteurs ont développé, Monsieur le Président. Ça veut simplement dire, lorsque on atteste que X personnes souffrent de la démence, ça veut dire en d'autres termes que ces facultés mentales, c'est-à-dire ce qui permet la personne à être conséquent des actes qu'il pose et des conséquences que ces actes peuvent causer en retour, cette faculté-là fait déficit dans le chef de cette personne-là. Alors, pour ne pas donner une brèche à toute personne d'exploiter, n'est-ce pas, cette opportunité,
le législateur a estimé qu'il faudrait encadrer, n'est-ce pas, ces causes, cet aspect de la démence. Et Monsieur le Président, nous l'avons relevé hier, et je l'ai dit tantôt, je voudrais ici peut-être revenir sur un auteur qui a défini aussi à sa manière. Je l'ai dit tantôt, je passe en revue. Oui, je l'ai dit. Vous sentez à rien que je puisse encore lire. Je disais tantôt, Monsieur le Président, que dès lors que la raison qui nous pousse à comprendre, à cerner, à réfléchir pour poser un acte, et savoir que l'acte que je suis en train de poser va entraîner telle ou telle conséquence, c'est ce qui pousse le juge à s'assurer que cet acte ici, la personne l'a posé de manière intentionnelle. Et en vertu du principe qui dit, bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. On va vous dire, mais cet acte-là que vous avez posé, n'est-ce pas, est interdit par la loi. Et c'est tout à fait normal que le prévention, le droit qui sont retenus à charge de notre client soit, n'est-ce pas, explicité, commenté par l'organe de la loi comme il l'a fait. D'accord. Mais il se pose maintenant un problème sur cet aspect des choses. Monsieur le Président, nous l'avons dit que la demande, dès lors qu'elle affecte négativement la faculté mentale de l'individu, l'acte posé par celui-ci n'entre plus dans le champ répressif. N'entre plus dans le champ répressif. C'est ça, en fait, en réalité, la conclusion qu'on peut tirer des effets de la demande. C'est-à-dire, ça rend l'agent ou l'auteur de l'acte irresponsable pénalement. Monsieur le Président, ça a été dit hier par l'organe de la loi, mais je crois que c'était à dessein qu'il était en train de développer ces conditions. Il a dit qu'il y a des conditions pour que la demande soit retenue. Nous disons oui, il a raison. La première condition, Monsieur le Président, c'est que la demande doit être contemporaine à l'acte incriminé. Contemporaine à l'acte incriminé. En d'autres termes, Monsieur le Président, c'est une doctrine qui vient éclairer en fait cette pensée. Le prévenu qui, au moment des faits, se trouve dans un état grave de déséquilibre mental, le rendant incapable de contrôler ses actes, bénéficie de la cause de non-imputabilité, même s'il ne se trouve plus dans cet état au moment du jugement. Je suis dans l'ouvrage, je vais me passer l'ouvrage de ses confrères, Edouard Sel Nyabibou. Monsieur le Président, vous allez vous lire la page 282. 282. Traité de droit pénal général congolais, deuxième édition. Monsieur le Président, il faut maintenant analyser cette première condition par rapport à notre cliente. Est-ce que la demande à laquelle nous faisons allusion est contemporaine par rapport à l'acte incriminé? Nous disons oui. Pourquoi? Nous l'avons relevé hier dans nos observations, Monsieur le Président, que ce n'est pas l'acte aujourd'hui qu'on est en train de lui reprocher qui est l'acte générateur. Cette dame que vous voyez, nous l'avons dit hier, c'est depuis déjà sa minorité qu'elle était victime de ce que la partie Raubach a appelé dépression. Monsieur le Président, elle a fait de mois et de mois dans des centres neuropsychiatriques en Allemagne. Ce que j'ai développé et soutenu par des pièces qui existent dans les dossiers. Et ces pièces-là, ce ne sont pas des pièces qui datent d'aujourd'hui. Il y a un rapport que j'ai déposé, n'est-ce pas, au tribunal. D'ailleurs, ce rapport-là est en langue allemande. Elle vous retrace l'historique avec un commentaire que nous avons fait en français. Vous avez la compétence, de l'attitude, Monsieur le Président, de l'écoute, même avec un interprète qui peut vous lire les contenus. Il sait le sceau du centre en question, ça les signatures de médecins, de psychiatres qui ont eu à intervenir pour son cas. Et là, elle n'avait pas l'âge qu'elle a aujourd'hui, Monsieur le Président. Elle n'avait pas l'âge qu'elle a aujourd'hui. Nous sommes en 2003-2006, le fait qu'elle soit en train de développer ici.
C'est-à-dire qu'elle était déjà souffrante de cet état de choses, de déficit mental, de la démence, alors qu'elle était encore mineure. Et elle a grandi avec, Monsieur le Président. Elle a grandi avec. Tantôt dans mes observations, je vous ai dit qu'elle est arrivée à ne plus continuer la vie avec celui qu'on appelle le père de ses enfants. Pourquoi? Mais Monsieur le Président, je suis son conseil. L'un de ses conseils, nous avons eu des échanges. Il y a des techniques quand même que nous utilisons lors de la consultation juridique. Cette dame a préféré rompre la relation avec le père de ses enfants parce que c'était devenu comme un poids sur elle. C'est-à-dire, elle voulait se sentir libre, sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Elle peut passer une nuit, une semaine, un mois dans une soirée et rentrer à la maison. Et qui est cet homme qui pouvait accepter des choses pareilles? Ça, ce n'est qu'une illustration, Monsieur le Président. Nous disons que cette démence rentre dans la première condition contemporaine à l'acte incriminé. Pourquoi? Parce qu'au moment, en date du 16, en posant l'acte, ce n'est pas à cette date-là, Monsieur le Président, qu'elle est venue évoquer devant vous, ou nous, quand nous sommes venus évoquer devant vous, qu'elle souffrait de la démence. Non. Déjà en 2006, en 2003, il y a des actes qui démontrent déjà que mentalement, cette faculté psychique n'est plus en place. Monsieur le Président, le rapport d'expertise du 19 octobre, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. C'est par là d'ailleurs que je vais conclure, pour vous démontrer que ce rapport n'est entaché d'aucune irrégularité. C'est-à-dire, au moment où elle pose l'acte le 16 octobre, elle était déjà dans cet état-là de démence. Monsieur le Président, qui est ce criminel-là, s'il faut l'appeler ainsi, criminel, qui peut organiser un tel événement ou une telle action, c'est-à-dire même pas dans un petit shop d'un quartier, ce n'est pas dans un petit monsieur qui a une table en train d'échanger l'argent, mais une banque. Et quelle banque là? La grande agence des banques de Victoire, un carrefour ouvert où presque la rencontre de toutes les communes de Kinshasa, Monsieur le Président, qui se permet de s'introduire dans cette banque-là avec un jouet, Monsieur le Président, un jouet sous forme d'arme, et pire encore, elle ne s'associe à personne. Elle s'associe à personne. Elle vient seule, elle entre, elle pose l'acte. Elle prend le risque même de sortir dans les circonstances que nous avons tous découvert, même lors de la descente. Monsieur le Président, il y a de quoi à se poser des questions. C'est-à-dire, nous avons connu les cas de braquage dans cette ville. Même après la banque, on en a connu, on a vu par-ci, par-là, Monsieur le Président. Et heureusement pour ces cas, vous avez des objets saisis. C'est-à-dire, les jouets est là, je le vois. Les jouets est là, Monsieur le Président. Qui est cet homme-là, qui est cette femme-là, dans un état normal, qui ne souffre d'aucun déficit mental, qui peut poser un tel acte, dans un tel coin, dans une telle banque, dans ces conditions-là, si ce n'est que cette personne qui déjà psychiquement est souffrante. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut démontrer ça? Ça veut simplement dire qu'au moment où elle s'est rendue à la boutique pour acheter l'arme, c'est déjà la preuve de patate. Ici, je ne suis même pas encore dans le rapport. Je développe cet aspect. La démence doit être contemporaine à l'acte incriminé. Je suis là. Le ministère public l'a frôlé et puis c'était fait à dessein. Je dois développer ça. C'est là où, en fait, les grands débats en droit, c'est sur ces conditions. Il y en a deux, Monsieur le Président. Et c'est là où vous allez réfléchir pour dire oui, il y a lieu de retenir ou pas la démence. Monsieur le Président, avant même l'achat des larmes, elle était déjà dans la démence. Elle quitte l'Allemagne pour arriver à Kinshasa dans la démence. Elle n'est pas une femme d'affaires. Elle n'est pas venue acheter. Elle est venue ici, elle n'a rencontré aucun membre de sa famille. Aucun. Elle s'installe dans l'hôtel, elle pose l'acte, elle sort comme tout le monde,
Monsieur le Président, elle achète les jouets le 15, le matin elle sort, elle prend un motocycliste. Ici, je précise au tribunal, on cite les capis, on cite je ne sais pas moi qui. Monsieur le Président, ce sont des personnes, en fait, que le ministère public est en train de chercher à citer pour rien. Les motocyclistes, nous tous sous les prénoms. C'est normal, je prends un motocycliste, je dis, eh, monsieur, vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Pierre. Il m'expose. Donc pour autant, je collabore avec cette personne-là. Monsieur le Président, ça c'est un raisonnement erroné. Elle prend la moto comme toute personne. La personne lui dépose devant la banque. Elle voit, ah, on a écrit au banque, ah ok, dépose-moi ici. La personne part. Le ministère public se permet de vous dire, écoutez, Benjamin laisse moto en marche. Monsieur le Président, c'est quand même grave. Moto, c'est comme si le ministère public était là, donc il a vu la moto, alors qu'il n'y a même pas la preuve, je ne sais pas moi, la moto était de quelle couleur, c'était dans quelle position, rien n'était, mais elle se permet d'affirmer des choses comme ça. Monsieur le Président, je vous dis qu'avant même cet acte-là, cette dame était déjà dans la démence. Elle quitte son pays, elle arrive à Kinshasa. Vous allez lire, ces dépositions sont dans le PV. Sont dans le PV. Elle dit dans sa déposition, ah, j'étais en vacances. J'étais en vacances, je suis venu à Kinshasa. Alors qu'elle n'était même pas en vacances. Je parle à la des conseils avec ses enfants. Nous échangeons. Et réellement, c'est ce qui les apaise parce qu'aujourd'hui, il y a l'aîné qui est majeur, qui chaque jour fait un effort de parler avec moi, avocat. C'est ce qui les apaise. Je leur ai dit, votre maman est là, elle est en vie, mais voilà, elle a posé un acte et nous sommes devant le juge. C'est ce qui les apaise aujourd'hui, Monsieur le Président. Les enfants se réveillent le matin, maman n'est pas là. Mais elle est partie où? Pas de nouvelles. Au point où, pouf, dans les réseaux sociaux, ils voient leur mère, Monsieur le Président. Ce n'est pas dans l'acte qu'elle a posé le 16 que la démence a commencé. Non. C'est-à-dire, en posant l'acte, elle était déjà dans cette situation. Je vais te le décrire ici de manière claire. Vous avez les jouets devant vous. Monsieur le Président, dois-je les répéter? Cette condition est complètement remplie. C'est-à-dire, en posant cet acte-là, c'est son état de démence en fait qu'il a mis dans ces conditions. Monsieur le Président, il a décrit, je vais y arriver dans le rapport, on vous dit, la dame ici, elle était presque, je peux dire, au bout. Parce que de dégâts partout, des situations à gauche, à droite, avec ses enfants, elle a tenté même à 2 reprises dans sa vie pour se suicider. Telle qu'elle est là. À 2 reprises, Monsieur le Président. C'est de justesse qu'elle a eu à sauver sa vie. Je vous dis des choses avec tout le sérieux. C'est de justesse qu'elle a eu à sauver sa vie. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça fait un temps qu'elle est en détention à la prison centrale de Makala. Monsieur le Président, vous avez la latitude. Renseignez-vous au pavillon 9 où elle est placée en détention. Comment ces choses se passent là-bas? Comment cette femme est en train de passer des nuits? Monsieur le Président, elle vous arrive à faire des nuits blanches. 22 heures, elle n'a plus sommeil jusqu'au matin. Elle ne dort pas. Et elle devient embêtante même pour les autres détenus qui sont dans ces pavillons. Monsieur le Président, ce n'est pas avec la robe que ces choses ont commencé. Non. Non, rien de tel. C'est-à-dire, en posant cet acte-là, Monsieur le Président, cette condition était 100% remplie. C'est une personne dont le faculté était déjà à terre, altérée, qui ne pouvait même pas réfléchir. Je vais où? J'entre où? Qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi les conséquences de cet acte qu'ils sont en train de poser? C'est cette démence-là, au fait. Elle s'est dit, apparemment, c'est bon, je peux faire, voilà, je peux réussir mon coup. C'est ça la démence. C'est-à-dire, on est tellement sûr des actes qu'on pose, on ignore les conséquences, on ignore la suite. C'est ça cet état-là. Et Monsieur le Président, c'est peut-être dans notre pays où on croit que lorsqu'on dit telle personne souffre de la démence, on doit lui voir avec des habits sales, on doit voir la personne avec des poubelles, avec des... Non! Il y a des personnes qui souffrent de la démence, mais qui travaillent, qui sont à l'administration, qui sont même dans notre corporation au niveau du barreau, qui sont dans plusieurs corps. Monsieur le Président, c'est une situation qui nécessite une certaine expertise et nous allons y arriver. Ici, je voulais simplement insister qu'au moment de l'acte, cette dame était déjà dans ce déficit mental. Ce n'est pas après avoir posé l'acte que
Ce n'est pas après avoir posé l'acte que la démence, elle a commencé à évoquer la démence, où on a commencé à vous parler qu'elle souffre de déficit mental. Rien de tel. C'est-à-dire sa fille, depuis l'enfance, et a été toujours caractérisée par cette démence-là. La deuxième condition, Monsieur le Président, la démence doit être totale. Et Jean Pradel, qui est l'un des pénalistes français, ajoute la démence doit être totale ou grave. C'est la deuxième condition. Monsieur le Président, le prof Nyabirungu renchérit en tant que doctrinaire par rapport à cette deuxième condition, disant que pour être exonératoire, la démence doit entraîner l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté. Ça a été développé de manière tordue hier ici par l'organe de la loi. Et c'était fait à dessein. Monsieur le Président, je vais m'atteler sur quelques illustrations pour vous démontrer que cette condition ici est remplie. La deuxième, effectivement la demande était totale et grave. La première illustration, Monsieur le Président, quand vous jetez un coup d'œil dans le rapport, je vais dans les rapports d'expertise du 19 octobre, je vais y revenir tout à l'heure. Le psychiatre qui est expert à la matière vous résume que cette dame a un comportement antisocial. Ça, c'est pas elle. Ça, c'est pas son conseil. C'est un expert à la matière qui vous dit ça. Et ça dit tout. Ça dit tout. Lorsque, en neuropsychiatrie, Monsieur le Président, on considère un être humain comme une personne ayant une personnalité antisociale, Monsieur le Président, c'est une personne qu'il faut mettre déjà de côté. C'est ça, en fait, les contenus de cet élément. Et là, ça veut simplement dire que la démence atteint un niveau extrême. C'est la gravité, en fait. Elle devient totale. C'est-à-dire que la personne ne plus à considérer comme tout être humain dans la société. Quoique vivant avec nous, quoique mangeant avec nous, quoique priant avec nous, quoique chantant avec nous. Vous allez comprendre cela des fois dans des réactions, des fois dans des attitudes, des fois dans des interventions. Et nous avons ces gens autour de nous, Monsieur le Président. C'est peut-être un problème d'expertise qui fait défaut, ou peut-être l'ignorance. Nous considérons cela comme normal et on vit avec ces gens-là. Et elle est dans cette situation, Monsieur le Président. Dans ces rapports, vous allez vous rendre compte, on vous dit, elle présente un humeur éthymique avec tendance à l'euphorie, avec une indifférence par rapport à cette situation carcérale. Ce que j'ai dit, c'est dit dans ces rapports et je vais développer tout à l'heure. C'est dit par l'expert. Ça veut simplement dire, Monsieur le Président, la personne atteint un niveau où, quand elle vous dit des choses, elle peut être devant une situation extrêmement grave. Elle banalise, elle les dit avec toute légèreté. Elle ne voit même pas que ce que je fais là, voici ce que ça peut me coûter. Rien de tel. Donc elle sait quoi tellement qu'elle a raison de poser l'acte. Elle sait quoi que oui, c'est tout à fait normal. Mais ça a été dit ici. Elle vous dit, écoutez, je fais ça pour que mon état... Mais c'est ça le caractère de la gravité de la démence. Pour elle, ces raisonnements erronés-là, qui est devenu dévié, devient pour elle quelque chose de normal. C'est que la personne devient effectivement une personnalité antisociale. Monsieur le Président, elle ne semble pas se préoccuper de la troisième situation. Elle ne semble pas se préoccuper de sa situation carcérale. Elle déclare que cet incident permettrait à son pays de résoudre ses problèmes. Je l'ai dit tantôt ici. En quatrième lieu, elle prend celle l'initiative de braquer une banque, comme la banque avec un jour. Je l'ai dit. Ce sont des illustrations, Monsieur le Président, pour vous démontrer que sa démence avait atteint ou a déjà atteint un niveau total ou grave. Et ici, j'emploie le terme, n'est-ce pas, employé par l'expert, le docteur Roland Ney, qui, lors de sa déposition, je ne me fais pas expert ici, je le résume, nous avons suivi sa déposition avec le tribunal, qui s'est fondé sur 7 critères. Et sur les 7 critères, moi je l'ai démis parce que j'ai noté qu'il suffit
qu'une personne puisse répondre à 3 de ces critères-là, il entre déjà dans la demande à un niveau extrêmement grave. Et le tribunal, je me rappelle, le tribunal a posé la question à l'expert. Qu'en est-il de cette dame? Qu'en est-il d'elle? Et l'expert, je crois que ça a été acté dans le primitif de danse, l'expert vous a dit sur le sexe, elle répond à 6. Sur sexe, elle répond à 6. Ça a été pris comme du théâtre, ça a été pris comme de l'aventure, tout a été dit, tout a été développé, alors que c'est lui qui vous développe ces choses, c'est un expert à la matière. Monsieur le Président, est-ce que je dois encore me poumonner pour vous démontrer que la démence, sa démence répond à toutes les déconditions? Non. En dernier lieu, Monsieur le Président, l'expert toujours, ça sont des illustrations que je suis en train d'évoquer pour vous démontrer que la deuxième condition à son tour est réunie. L'expert a attesté avec insistance et démonstration que la prévenue est complètement une malade mentale et n'a pas le contrôle de ses actes qu'elle pose. Dans son rapport ici, Monsieur le Président, parmi les recommandations, c'est dit, je l'avais même relevé lors d'une des audiences, et là, il a insisté pour que cette dame soit placée à un suivi neuropsychiatrique. Et il a insisté en disant, même si vous arrivez à la quitter aujourd'hui, elle rentre dans la société. Monsieur le Président, tant qu'il n'y a pas un suivi psychiatrique, peut-être dans 1 mois, nous allons vivre quelque chose de plus grave que ce qui justifie notre présence en premier. Monsieur le Président, vous êtes en face d'une personne qui remplit toutes les conditions, qui cristallise en réalité la demande dans son chef. Monsieur le Président, je m'en vais à une illustration qui va peut-être nous dépasser tous. Je suis toujours dans l'ouvrage du prof Lavignon, Monsieur le Président, à la page 284. Ici, c'est un cas concret qui est plus grave même que ce que la dame, que votre tribunal est en train de reprocher à la dame. Il dit ceci, Monsieur le Président, je suis à la page 284, traité des droits pénals général congolais du prof Lavignon. Il donne un cas, parce que je ne voulais pas ici m'asseoir que sur le cas de notre client. Je vous donne un cas. Et ici, nous sommes, Monsieur le Président, au XVIIe siècle. C'est le cas que je suis en train d'évoquer. Nous sommes au XVIIe siècle, précisément 1760 quelques. Monsieur le Président, le cas d'un certain Hatfield qui croyait, suite à sa demande, cette personne-là, Hatfield, croyait que tout le monde, croyait que le monde ici qui nous réunit, touchait à sa fin. Et que selon lui, et selon un ordre de Dieu, il devait les sauver en se sacrifiant. C'est-à-dire, Hatfield qui souffrait de la démence mentale, est arrivé à conclure, selon sa maladie-là. Il s'est dit, mais apparemment, le monde est à la fin. Et en moi, j'ai un pouvoir de sauver ce monde, en me sacrifiant moi. C'est-à-dire, si je me sacrifie, ce monde sera sauvé. Nous sommes au XVIIe siècle, Monsieur le Président. Il a même créé, mis en place une religion. Il met en place une religion, c'est-à-dire il y a une foule qui a commencé à suivre la doctrine de ce monsieur Hatfield. Et sa religion interdisant cependant les suicides, il décida de tirer sur le roi Georges III d'Angleterre le jour où celui-ci serait au théâtre, enfin qu'à son tour il puisse être pendu. Monsieur le Président, il se permet de tirer, de mettre fin à la vie d'un roi. Vous imaginez les dégâts que ce monsieur avait atteint. C'est-à-dire pour lui, il s'est dit, quand je vais tuer le roi, après on va m'arrêter. Quand on va m'arrêter, on va me tuer. Et après m'avoir tué, le monde sera sauvé. C'est un cas concret, vous pouvez vérifier, Monsieur le Président. J'ai non seulement lu les professeurs, il y a toute une histoire derrière ces cas ici. C'est parmi les cas
qui sont vraiment évoqués à répétition chaque fois qu'il y a des procès qui tournent autour des causes de non-implicabilité. Monsieur le Président, le roi était effectivement atteint, mais de justesse, le roi n'était pas mort. Et en conséquence, Monsieur le Président, quand ce procès a eu lieu, on a démontré noir sur blanc que Adjiel souffrait de la demande. Et la conséquence, Monsieur le Président, même si c'était la vie d'un roi qui était en jeu, qui avait risqué, le monsieur était acquitté. Il était acquitté. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je crois le juge mieux outillé que moi à la matière. C'est un cas concret que je vous donne. Et ici, le cas de la dame, c'est vrai. C'est sous cet état-là de démence qui s'est introduite à la banque, oui. Mais moi, je crois que quelque part, il y a quand même des éléments que nous pouvons peut-être pas mettre sur le plan juridique, mais sur le plan social. Aucune perte en vie humaine. Et là, c'est tout un roi qui est ciblé par un individu. Monsieur le Président. Et elle pouvait arriver même à faire cette opération avec une arme feu. Et heureusement qu'elle était malade, elle prend un jouet. Monsieur le Président, c'est pour vous démontrer que l'acte lui reproché, oui, c'est vrai, elle est totalement claire avec les tribunaux. Nulle part il va dire que je n'ai pas pris l'argent. Nulle part il va dire que je n'ai pas pu entrer à la banque. Elle décrit tout. Elle décrit tout. Mais en conséquence, est-elle pénalement responsable? C'est ça la question de toi. Est-ce que ce fait-là, au regard de son état mental, au regard de ses facultés, vous, tribunal, allez-vous arriver à lui imputer ces faits? C'est ça la question de droit, Monsieur le Président. Je viens de vous évoquer un cas concret. En dépit de la gravité, la personne était acquittée. Juste parce qu'il n'y avait pas de raison qui pouvait justifier qu'il soit condamné. Parce que mentalement, l'acte était posé sans contrôle, sans réfléchir sur ce que je pose comme acte et les conséquences que ça peut entraîner. Là, je suis en train, petit à petit, d'aller à la conclusion de mon intervention. Quid de l'authenticité du rapport d'expertise du 19 octobre 2025. C'est là où je vais conclure, Monsieur le Président, mon intervention, avant que mes estimés confrères puissent le comprendre. Le fait passe le 16 octobre. Monsieur le Président, c'est très important. C'est facile à tout juriste de vous développer les principes. Les principes sont connus de tous praticiens. Mais les droits logent dans le nuance. Les droits logent dans les exceptions. Les principes, c'est connu de tous. Nous sommes tout à fait d'accord avec le moyen combien pertinent développé par le parti civil dans le ministère public. Mais Monsieur le Président, les problèmes se posent au niveau de nuances juridiques. C'est vrai, l'article 49, là, je fais allusion au formalisme. Ça a été développé et par la partie civile Roban et par le ministère public. L'expert, je le rapporte. D'abord, c'était en copie. Nous avons fait de notre mieux pour tomber sur l'original. Nous l'avons certifié et la copie certifiée conforme du dans le dossier. Ça a été dit ici, on criait en toute force avec énergie. Qui l'a requis? Qui a requis cet expert? Il n'y a que moi, ministère public, qui peut leur donner. Il n'y a que vous, tribunal, qui pouvez leur donner. Qui l'a requis? Il y en a d'autres qui ont dit, mais oui, c'est vrai, la preuve est libre en droit, en droit pénal. Mais il se pose le problème de la légalité de cette liberté dans la preuve. C'est vrai. Ça, ce sont des principes connus de tout juriste. C'est maintenant le moment où le ministère public doit être attentif. Et je suis sûr que ça va beaucoup l'aider à l'avenir, Monsieur le Président. Et la partie civile Roban, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, il fallait décrire d'abord les contextes dans lesquels ces rapports a été établi.
Il faut décrire les contextes. Parce qu'on ne peut pas prendre, en fait, un événement ou, je ne sais pas moi, un fait, vous le faites sortir de ce contexte pour tirer une conclusion légale. Ça devient un prétexte. Monsieur le Président, dans quel contexte ces rapports a été rédigé? Dois-je prendre encore les éléments de l'instruction? Non, le ministère public était avec nous. L'expert qui a déposé devant vous a dit clairement, Madame Honorine est arrêtée, Monsieur le Président. Je précise les contextes d'abord, pour arriver à vous démontrer que ces rapports est authentique et vous allez les considérer. Quel est le contexte? Cette dame est arrêtée le 16 octobre, pour des raisons que nous connaissons tous. Je crois que c'était le même jour, par la folie de nos militaires, de nos policiers, les images sont publiées dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Au point que son ambassade tombe sur ces éléments-là. L'ambassade de l'Allemagne en RDC. Parce qu'il y avait même le rapport. Qu'est-ce qu'il dit? Son passeport était même publié dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous entrez, il suffit d'expliquer seulement, on a une prochaine. Monsieur le Président, vous avez tout. Même maintenant, là que je suis en train de parler, vous avez tout. L'ambassade vérifie se rend compte qu'effectivement, c'est notre ressortissant. Et il fallait quand même agir. Elle est arrêtée. Qu'est-ce qu'il faut? Elle est où? Il contacte. On informe l'ambassade d'écouter. La dame est au commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa. Ici, c'est 24. Il fallait quand même arriver, il fallait quand même faire quelque chose. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? On monte, on voit des images d'identité tabassées, d'identité déshabillées, d'identité publiées, le sang coule de partout. Écoutez, on ne peut pas quand même aller là-bas seul. Prenons quand même le médecin. Et le médecin, on va les avoir où? Mais on se dit, mais il n'y a pas une organisation qui s'occupe. Oui, il y a une organisation AIPAS. Est-ce qu'on peut les appeler? L'ambassade contacte, je vous précise les contextes, Monsieur le Président, pour arriver à l'authenticité de ces rapports. C'est très important ce que je suis en train de développer. L'ambassade contacte l'organisation. Voilà, nous avons un cas de X dame. Est-ce que vous pouvez nous aider? Mais l'organisation dit, mais écoutez, c'est dans nos attributions. C'est dans le cadre de nos activités. C'est quoi le cas? Voilà, il y a ceci, il y a ceci. Au regard de la narration des faits, l'ambassade, c'est même pas l'ambassade, c'est AIPAS. Qui estime que non. Je crois que ça sera important qu'il y ait quand même un neuropsychiatre. Ce n'est pas l'ambassade qui a fait le cours à l'expert qui a déposé sur les bancs. Non. C'est AIPAS. Et il a été contacté par un médecin de AIPAS qui débarque sur le lieu. Monsieur le Président, les dossiers est au commissariat de la police, comme je l'ai dit, sous la gestion du commissaire divisionnaire, je cite le général-major Kabasele Tianana Valentin Calais. Parce que le nom du général était cité. Mais je donne son nom. C'est devant lui que ces faits se passent. C'est-à-dire, les médecins sont là. Attaque au péché, insultant le dossier. Est-ce qu'il y avait des raisons de refuser une telle demande? La dame, à ce moment-là, les faits sont passés le 16, Monsieur le Président. Le 16, le 17, le 18, cette dame, sans bénéficier d'un quelconque soin. Sans bénéficier d'un quelconque soin. C'est grâce à cette initiative-là que les médecins se pointent et la prennent en charge, Monsieur le Président. Et sur le champ, chacun devait, n'est-ce pas, intervenir selon dans les domaines de sa compétence. C'est dit dans ces rapports ici. Ce n'est pas de manière privée que le neuropsychiatre a commencé à procéder. Ce n'est pas de manière individuelle que le médecin Jean-Claude AIPAS a commencé à consulter la dame. Ce n'est pas de manière hasardeuse que le médecin de la police nationale qui est cité dans ces rapports a été autorisé à poser les actes. Et il y avait une sage-femme, Monsieur le Président. Ils sont en cadre. Docteur Jean-Claude Moulounda, médecin général AIPAS. Docteur Roland Ney, neuropsychiatre, centre neuropsychopathologie de Kinshasa.
Madame Cécile Louzolo, sage-femme, chef des services maternité, centre militaire de référence de Luano. Docteur Serge Kabangou, interniste, médecin de la police nationale congolaise. Monsieur le Président, il pose les actes devant le général nommé. Monsieur le Président, ça c'est la première précision de taille. Nous sommes le 19 et ces rapports est compris. Un ou deux jours après, Monsieur le Président, je suis saisi à tant que conseil. Je devais me rendre au commissariat de la police. Alors que le rendez-vous était pris pour nous retrouver à la police, une heure avant l'heure du rendez-vous, je reçois un coup de fil qui me dit écoutez, la dame n'est plus à la police, nous venons de les transférer à l'auditoire général. Monsieur le Président, je l'ai dit dans une des audiences ici que la première fois mon contact avec ma cliente, c'était à l'auditoire général. Et nous étions bien reçus par le général Bikoulia qui nous a donné suffisamment de temps pour échanger avec la dame. À ce moment-là, Monsieur le Président, moi qui vous parle, je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait ces rapports. Je vous l'ai dit. Ce que je vous l'ai écrit, c'est parce que j'ai suivi le cheminement. C'est après, je me dis, ok, maintenant, je dois poser les actes et tout. Mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous... Depuis qu'elle a été arrêtée, je tombe sur la photocopie de ces rapports. Monsieur le Président, je fais de mon mieux pour arriver à voir l'original. Je l'ai dit ici, l'original, ce n'est pas la cassette qui me l'a fourni, c'est l'ONG qui a pris l'initiative de consulter la dame. Alors, le grand problème, Monsieur le Président, c'est la valeur accordée à ces rapports. C'est vrai, quand on évoque l'article 48-49 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de débat à faire. La loi est claire. Lorsque l'expert est requis, qui doit le requérir? Le ministère public, comme le président le sait. On fait allusion au serment. Ici, nous sommes dans un cas où un expert pose les actes. Un expert qualifié comme tel, il a décliné son identité devant votre tribunal. Il a eu à démontrer son expertise, mais seulement, ce n'est pas l'organe de la loi, ce n'est pas vous le tribunal qui l'avez écrit. Est-ce que le contenu versé dans le rapport est vrai ou faux? Le contenu est vrai. Il se pose un problème de formalisme. C'est ça le débat en droit. Il se pose un problème de forme. Il faut distinguer ici la forme de l'acte et le fond de l'acte en droit. C'est là où le débat devient intéressant sur le président. Quelle valeur donner à la forme? Quelle valeur donner au fond de ces rapports ici? C'est là où le débat devient intéressant en droit. Et nous avons creusé. Il fallait creuser dans la doctrine. Il fallait creuser dans la jurisprudence pour trouver s'il y a des voies de sortie, Monsieur le Président. C'est ça le débat. Nous vous amenons le fait. Nous vous amenons les éléments. La conviction, c'est fou. Qui allait, n'est-ce pas, l'admettre. Sur le plan de forme, oui, vous allez vous rendre compte que nulle part, il est fait mention, moi docteur tel, ou nous docteur tel, moi sage-femme X, je prête serment, requis par tel, non. Parce que le contexte ici ne le permet pas, ou ne le permettait pas. Ça c'est une première précision. Mais ils ne sont pas dans l'illégalité comme telle. Pourquoi? Parce que le fond est fondé. Est-ce que c'est une personne fantôme? Le nom de cette victime citée dans ces rapports, c'est une personne créée des faits qui n'existe pas. J'ai dit non. Madame Honorine est là. Sa date de naissance est reprise. Ce qu'elle a vécu, sa personnalité, ses éléments, comment elle a été, tout est décrit. Est-ce que c'est elle ou pas? C'est elle. Le médecin, la sage-femme, l'expert, sont-ils de vrais médecins ou des personnes ramassées pour des besoins de la cause?
clair. Chacun de non seulement a signé, le numéro, ses noms sont renseignés, et il y a même leurs adresses email. C'est pour dire quoi? En cas de doute, vous n'avez qu'à vous référer à eux. Et il a été clair avec votre tribunal pour décrire dans quelles conditions il est arrivé à œuvrer pour produire cette œuvre, Monsieur le Président. Et voici ce que dit la doctrine. Dans le cas d'espèce. Là, je suis dans des doctrines très bien fondées, développées, poussées par la Cour suprême de Rennes chez moi, aujourd'hui Cour des cassations. Monsieur le Président, voici ce qui est dit. J'ai parlé de la jurisprudence des doctrines. L'irrégularité à la loi n'enlève pas à un rapport la valeur des renseignements utiles. Je me répète. L'irrégularité à la loi, ici, c'est quoi cette irrégularité? C'est la prestation des serments. C'est ce qui est dit dans l'article 49, qui a été évoqué ici, et par le ministère public, et par la partie Monsieur le Président, l'irrégularité à la loi, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas un serment dans cette... C'est ça, au fait, la régularité. C'est ce que la loi veut. Mais le fait qu'il n'y a pas serment, j'interprète autrement cette doctrine et cette jurisprudence. Le fait qu'il n'y a pas serment n'enlève pas à un rapport la valeur des renseignements utiles. Il ne s'arrête pas là. Ça continue. Dans ces cas, Monsieur le Président, là je dois être à l'aise. C'est là où vous allez fonder même votre conviction. Dans pareil cas, et c'est le cas dans lequel nous nous retrouvons, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est admis? Le rapport est irrégulier pour vice de forme. Pour vice de forme. Ok. Le rapport est irrégulier pour vice de forme. Je l'ai dit tantôt, je l'ai démontré ici. Cependant, cela ne lui enlève pas toute sa valeur de preuve. C'est la justice de la Cour suprême de justice, Monsieur le Président, évoquée dans l'ouvrage Héritage d'un demi-siècle de jurisprudence, des analyses juridiques, qui s'appelle 2025, la page 264. Les confrères qui sont avec moi, cet ouvrage est tellement volumineux, Monsieur le Président. En tout cas, nous ne sommes pas en mesure de le mettre dans notre sac. Je cite la page 264. Monsieur le Président, c'est dit de manière claire. Le rapport est régulier pour vice de forme, mais non pour vice de fond. Ce qui lui enlèverait toute sa valeur. C'est-à-dire, si sur le plan de forme, il s'est posé des problèmes, notamment le non-respect du prescrit de l'article 49 du Code de procédure pénale. Mais sur le plan de fond, si le contenu est vrai, si le contenu a un sens, si le contenu est cohérent, si le contenu a une pertinence, le juge, il fait foi. C'est lorsque il y a à la fois irrégularité, à la fois et au fond, que le juge ne peut, n'est-ce pas, considérer pareil rapport. Monsieur le Président, devant une jurisprudence pareille, est-ce que je dois faire des commentaires? Dois-je faire des commentaires, Monsieur le Président? Donc, c'est une perte de temps pour les ministères publics et pour les partis civils de se permettre de vous dire, écoutez, vous allez rejeter. Vous allez rejeter parce que on vous dit, sans aucune d'elles ne vous a même cité un fondement juridique. Pourquoi on doit rejeter? Tous disent, parce qu'il n'y a pas de serment. Parce que, j'ai dit ça, ce sont des principes. C'est connu des tout praticiens. Fouillez, creusez, lisez. Fouillez, creusez, lisez. Soyez informés. Le droit, c'est une science évolutive. Ça ne s'arrête pas dans des principes. Ça ne s'arrête pas dans des théories. Monsieur le... Merci. Monsieur le Président, ça ne s'arrête pas dans ce qui est connu de tous. C'est dans ces petites nuances que l'on le droit. Parce que là, au fait,
Les choses sont tellement claires. La matière est là devant vous. Les choses sont là. L'expert a déposé devant vous. Il a décliné. Vous avez vérifié. Tout ce qu'il a décerné là est tellement clair. Monsieur le Président, il n'y a pas de débat à faire par rapport à ces rapports. Vous allez les rejeter pour quelle raison? Quel est le texte juridique qui peut vous justifier, vous juge, pour rejeter ces rapports? Parce que je me fonde sur l'article 150 de notre Constitution, à son alinéa 2e. Vous juge, dans le cas de vos attributions, Monsieur le Président, la loi fondamentale vous dit, vous ne vous référez qu'à l'autorité de la loi. Vous ne vous référez qu'à l'autorité de la loi. Et qu'est-ce que la loi a dit à la matière? Je l'ai dit. Je crois que je dois rentrer. C'est très important d'y revenir. Voilà. Qu'est-ce que la loi dit à la matière? C'est là où vous juge, vous allez briser. Monsieur le Président, j'ai invoqué ici la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Et à son article 23 bis, je l'avais mis, je crois, hier. Nul n'est responsable pénalement si au moment du comportement en cause, si au moment de l'acte reproché, il souffrait d'une maladie ou d'une déficience qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou maîtriser celui-ci pour se conformer aux exigences de la loi. Monsieur le Président, ça c'est pas une doctrine. Et vous allez vous rendre compte que à l'article, au paragraphe 4e, je crois, de cette loi-là, c'est intitulé « Les causes d'exonération de la responsabilité pénale ». Autrement, le cause de non-imputabilité. Le législateur a préféré cette terminologie. Et c'est dans cette disposition où vous allez vous rendre compte que tous les 4 conditions ou éléments exigés dans le code de non-imputabilité sont repris. Nous n'avons pas intégré ici à revenir sur les autres. Nous avons évoqué juste ici la démence qui entre dans le cadre. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que noir sur blanc, il n'y a pas de débat à faire autour de l'authenticité de ces rapports, autour de la valeur probante que votre tribunal ne soit pas accordé à ces rapports. Il n'y a aucune raison que vous puissiez le rejeter pour des raisons évidentes que je viens de développer ici. S'il faut aller plus loin, Monsieur le Président, si le tribunal avait des doutes, même d'office, votre tribunal pouvait ordonner cette expertise. Le tribunal n'est pas Dieu. Le juge suit les débats, le juge suit les parties, le juge suit les dépositions. Et certainement, votre intime conviction est déjà orientée. Et quand le tribunal arrive à dire ma religion est éclairée, le parti peut procéder à la plaidoirie. Ça veut simplement dire que le juge n'a plus un élément à chercher ailleurs. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus un élément à chercher ailleurs. Donc, j'ai déjà ma conviction, je sais l'orientation à prendre pour acquitter, pour condamner, pour retirer les circonstances atténuantes. Donc, le juge a tous les éléments devant lui. Et si ces rapports pouvaient avoir des ambiguïtés, Monsieur le Président, rien ne peut vous empêcher d'office d'ordonner. Je ne voulais pas ici parler de la contre-expertise, parce que j'ai même donné des béquilles aux partis ici, et le parti civil et le ministère public. Personne, parce qu'il n'y a pas que le CNP fait comme ça, il y en a d'autres. Nous avons par exemple le TLMA ici vers Desbonham. Qu'est-ce qui a empêché aux autres partis de solliciter même la contre-expertise? Ça a été dit ici. Personne. Il s'est content de dire rejeter parce que rejeter nous. Et l'acte de devant est fait accompli, Monsieur le Président. Il n'y a rien d'irrégularité. C'est un problème lié sur un vice de forme, comme le dit cette doctrine justifiante, qui vient compléter la loi. Mais le contenu, le fond est vrai. Qu'on vous amène une preuve contraire. C'est ce qui va vous désorienter, Monsieur le Président. Il faut qu'il y ait un rapport qui dit le contraire. Mais jusqu'à preuve du contraire, Monsieur le Président, c'est le seul rapport qui vous dit. Est-ce qu'il faut faire un débat sur ça? Moi, je dis non.
On pouvait se taire par là. Et c'est fini. Parce que les conséquences des droits, dès que vous prenez en compte ces rapports, ne sont pas à réfléchir, monsieur le Président. Mais comme le tribunal, votre tribunal reste souverain, par impossible ou par magie, le tribunal peut arriver à dire, moi, tribunal, je rejette. Je l'ai dit, à toute fin utile. C'est la raison d'être de mon prédécesseur de tout à l'heure. On pouvait se limiter là, on dépose notre note, monsieur le Président. Mais comme nous plaidons à toute fin utile, nous plaidons à toute fin utile, parce que ce ne sont pas nos paroles qui vont vous pousser, n'est-ce pas, non, c'est votre conviction, c'est votre intime conviction. Et vous pouvez arriver à dire, au regard de ceci et de cela, moi je crois qu'il y a ceci. Si vous passez outre ces rapports, monsieur le Président, tenez compte de mon prédécesseur, de mon successeur de tout à l'heure. Et c'est lui qui me succède tout de suite là. C'est-à-dire qu'il vient pour vous apporter des éléments qui n'entrent pas dans ces champs. Et que vous prendrez en compte que si vous passez outre ces moyens que je vais développer devant vous. Si votre tribunal arrive à s'apaisantir là, vous n'aurez pas intérêt à suivre tout ce que le successeur va développer. Je crois avoir dit l'essentiel. Avec votre autorisation, si vous pouvez me permettre d'accorder la parole à mon estimé confrère. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour le verbe accordé. Votre honneur, nous prenons cette parole avec courage, mais aussi votre honneur, nous prenons cette parole avec joie parce que les dévanciers a fait l'essentiel de l'essentiel sans s'appliquer l'essentiel. Déjà en commençant, il a posé une base solide qui tout juriste avéré ne peut pas s'en passer, votre honneur. Et voilà pourquoi nous avons dit à l'extrême impossible. S'il y aura magie juridique, je ne sais pas, ou le mysticisme de droit devant le prétoire, passant outre ces moyens, nous arrivons avec le moyen mensuel votre honneur pour raconter les enseignements qui ont été donnés hier, pensant que nous étions à l'auditoire alors que nous étions devant la barre, votre honneur. En entente de nos propos, votre honneur, nous sommes ébahis pour dire qu'on nous apprendrait hier que le fait de prendre la moto à Kinshasa et pour aller dans une direction telle ou Y devient une infraction de l'association des matériels. Et qu'il soit noté. Et nous allons l'élaguer ici par le revers de la main, vous comprendrez que c'est pas ça. Donc le fait de prendre la moto pour aller quelque part est constitué de l'infraction de l'association des matériels. Et de deux, le fait d'appeler une personne, une amie, j'en passe, pour par exemple accompagner au marché, ou quelque part votre honneur est constitutif de l'infraction de l'association des malfaiteurs. Chose qui nous fait mal, votre honneur. Alors, puisque les causes de l'imputabilité étaient développées ici par devant votre tribunal, nous venons analyser votre honneur par extrême possible les infractions selon les éléments établis en tant que tels. Nous commençons d'abord par l'infraction de l'association des malfaiteurs. Parce que, apparemment, l'organe de la loi poursuit selon ce qui est déposé devant votre tribunal par la traduction de règles, notre cliente pour association des malfaiteurs, pour vol à main armée, mais également pour les terroristes. On commence par l'association des malfaiteurs. Il a été développé ici de manière un peu, je ne sais pas moi comment l'expliquer, par la partie civile, d'une certaine manière, et par l'organe de la loi d'une certaine manière. Donc vous sentez qu'il y a un divorce notoire et caractérisé dans la République. Dans les réquisitoires, on nous dit non, ces gens qui sont ici, ils sont des consorts et d'autres personnes imaginaires qu'on ne comprend pas. Et tantôt, la partie civile relève le fait qu'il ne reconnaît même pas les vigiles et les policiers, mais reconnaît quand même un certain nombre de choses par extrême possible. Mais votre honneur, nous venons en droit. C'est ça la vérité en droit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'association de malfaiteurs? Une question de droit. Lorsqu'on vous a consulté, lorsque le ministère public est saisi, il doit d'abord commencer à se référer par la loi pour en dégager les éléments votre honneur. Sinon, c'est tout sauf le droit de notre honneur. Et voilà pourquoi votre honneur, nous en arrivons d'abord là-bas. On commence par le législateur congolais parce qu'apparemment, c'est comme s'il y a un autre législateur qui a été cité ici. L'article 56
du code pénal congolais, livre B, dit ceci, ça 56, merci, ça 56, toute association formée dans les buts d'attenter aux personnes et aux propriétés est une infraction qui existe par le simple fait. Par le simple fait de l'organisation de la bande. Contrôleur, il y a un principe de droit, j'aimerais le lire clairement, qui dit Ubilex non distinguit, non distinguerait des révolutions. Quand la loi ne distingue pas, le ministère public, la partie civile n'a pas l'autorité d'en distinguer. Et selon le code contrôleur, la loi dit l'infraction existe par le simple fait qu'il y a déjà l'existence d'une bande. Ici, on se pose des questions. C'est quoi la bande en droit? La bande. La bande en droit, c'est quoi? Et il y a des préalables pour parler de la question de la bande contrôleur. Et les préalables pour parler de la bande en droit, il faut qu'il y ait une attente préalable entre les personnes qui se donnent des idées. Ça, c'est le droit pénal. Qui se donnent des idées pour dire que non, nous fixons tel ou tel autre objectif. Nous voulons atteindre aux personnes et aux propriétés. Et nous allons nous accaparer de certaines choses. Et il faut que cette bande-là soit organisée en tant que telle. Mais tout au long de l'instruction, votre honneur, on nous a vendu des illusions. C'était que des illusions vendues. On nous parle d'une bande, mais sans voir cette bande-là. Où est la bande? On a essayé un peu de faire les raccordements, ce que le prof Nabégoum appelle l'analogie, qui est strict sensus interdit en droit. On a voulu faire des raccordements pour dire non, on va prendre les vigiles et les policiers ici pour le mettre ensemble, constituant la bande organisée. On dit non, par extrême impossible, on va prendre les motocyclistes ou les motards, avec une femme appelée Capi, on ne comprend pas, pour en faire encore une autre bande. Apparemment, nous sommes en face de deux bandes, du côté Capi et du côté Vigile. Et vous allez voir les contrastes qui est développé même dans le raisonnement. C'est ce qui nous met mal à l'aise. Et donc vous allez comprendre que dans ces raccordements, aucun élément de droit. Nous mettons la tête à couper votre nerf, il n'a pas été démontré ici devant mon ministère. Que cette bande a été organisée telle place, c'était telle attente. Et il se disait, il n'a pas été abordé ici. On n'a pas abordé. On va nous prêcher pour dire non, c'est juste une petite attente, il peut appeler. Non, c'est pas ça le droit pénal. De l'autre côté de là-bas, on nous avait déjà dit qu'il y a un pénaliste. Et on s'attendait les droits pénals ici. Mais on a entendu seulement les raccordements sans droit pénal, votre nom. Une bande n'a pas été organisée. Alors que c'est l'exigence légale. Vous êtes un juge de la légalité. Vous êtes lié par l'autorité de la loi. La bande n'a pas été organisée, votre honneur. Il n'a pas été démontré ici qu'il y a une bande qui a été organisée. On nous a vanté l'association de malfaiteurs sans nous préciser quelle est cette bande qui a été organisée. Et quelle était leur attente, votre honneur. Il n'a pas été précisé. Parce que ça devient superfétatoire d'analyser l'élément moral, parce qu'en dépit des causes non imputabilité, chaque infraction a un caractère qu'on va développer ici présent. D'abord l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. Ici, je suis dans l'élément moral de l'infraction. Pas d'abord dans les causes non imputabilité qui détruit déjà l'imputabilité. On n'est pas dans ça d'abord. Ici, nous sommes d'abord dans l'élément moral de l'infraction qu'on appelle association des malfaiteurs. Et vous allez vous rendre compte que ici, votre honneur, après avoir développé la question de la banque, la question de l'organisation, l'attente, il faut qu'il y ait une intention. Ils ont un but à réaliser. Nous devons atteindre tel but, la finalité, nous devons atteindre. Mais comment on va atteindre le but si préalablement on ne s'est pas entendu? Ça devient contradictoire, votre honneur. Et donc vous comprendrez qu'ici, en droit, votre tribunal ne peut pas être envoûté par ces éléments qui ont été développés. Pour dire non, voilà, condamné. On ne pousse pas. Vous avez la sagacité, la sagesse de savoir qui est et qui fait quoi. Et donc vous allez comprendre que les réquisitoires développés n'a aucunement démontré ici, présent, la question de l'association des malfaiteurs. C'était que des illusions, des paroles, des suppositions. On ne suppose pas quoi. On parle du concreto. On est dans les concrets. On amène des preuves. On explique. C'est ça le droit pénal qui nous a été appris. Sinon, c'est un autre droit pénal. Et puisque ces derniers n'a pas été démontré, la bande organisée n'a pas été démontrée, donc c'est les vigiles ici, donc du côté Capi ou M. Benjamin, qui sont des personnes fictives, que le ministère public lui-même n'a pas dit, ni son OPJ a dit. Donc on nous apporte des personnes au tribunal qui n'ont pas été préalablement entendues, on n'a pas même dit. On nous dit seulement sur information. C'est comme ça votre honneur.
On nous a dit qu'il y aurait un certain motard qui est venu avec lui. On sous-entend par extrême impossible que ce motard-là serait complice. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est complice? Si vous n'avez pas entré en contact avec ces derniers, posez les actes d'instruction. Donc vous comprendrez que c'est des illusions vendues. Des illusions vendues, c'est ce qu'est pas la loi. La loi n'a pas dit. La loi est claire. Dieu le législateur, il a barré la route aux personnes de mauvaise foi. Il dit qu'il faut que l'organisation de la vente, il faut qu'il y ait une organisation de cette vente. Étant un élément d'État et votre honneur, vous comprendrez à l'extrême impossible la vente n'étant pas organisée. Et il n'y a pas une attente préalable. Donc ça devient superfétatoire d'analyser l'élément moral de l'infraction. Et puisque ces éléments ont droit, c'est une précision qui soit actée, les éléments constitutifs de l'infraction sont cumulatifs et non alternatifs. Ça, c'est le droit pénal. À défaut de l'air, on ne peut pas réclamer la responsabilité pénale contre nous. Sinon, on a fait autre droit. Sinon, on a fait autre droit. Et donc, en analysant ces éléments, en commençant par l'élément matériel, l'élément moral, vous comprendrez que ces deux éléments font défaut. Et à ce jour, vous ne pouvez pas le condamner pour l'infraction d'association de malfaiteurs. L'association des malfaiteurs. Donc, votre tribunal comprendra qu'il n'y a pas association des malfaiteurs. L'association des malfaiteurs est dans le chef de l'organe de la loi. C'est lui qui connaît quelle est cette association-là. Comment il les a trouvées et comment il va les condamner. Ici, nous sommes devant des personnes réelles. Ce n'est pas devant des personnes fictives. Capi, Benjamin, que l'organe de la loi n'a pas vu, que l'organe de la loi n'a pas palpé, que l'organe de la loi n'a pas interrogé. Et donc, vous constaterez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que nous insistons? Parce qu'il a donné des phases, des personnes, et puis il y a des personnes ici. Il n'a pas démontré en quoi est-ce que ces derniers ou ces personnes ici seraient associées à notre cliente. Alors qu'elle a été claire à cet effet pour dire, j'ai organisé. Et plus loin, pour aller vraiment démontrer que l'organe de la loi est dans les illusions le plus élevé. Mais les images étaient visualisées ici. Les images témoignent beaucoup plus que ce que nous disons. Les images à démontrer ici. Elle était celle, elle est entrée, on ne sait pas voir ce monsieur-là, Benjamin, ni madame Tapou. Les images étaient ici. Je pense que l'organe de la loi peut-être que sondé pendant le moment pour visualiser les images. Alors que les images étaient ici pas complètes. A démontré qu'il a perpétré son action, c'est le propre monde. Sans être soutenu, sans être accompagné par qui que ce soit comme l'a vanté l'organe de la loi. Et donc, vous allez comprendre que ces paroles-là, ce sont des illusions vendues. Il n'y a rien de droit à l'intérieur de votre honneur. Et à ce jour, association des malfaiteurs ne peut être cristallisée en fait comme en droit dans le chef de notre client ici présente, qui ne connaît pas les gens, qui n'a même pas connu ces deux vigiles ici, qui n'a même pas connu ces deux policiers ici, il ne les connaît pas. Et donc pour l'association des malfaiteurs, vous comprendrez que c'est superfétatoire.